Les podcasts du Figaro. En fait, on ne peut pas rester sans rien faire, les bras croisés. On ne peut pas accepter de voir qu'en hiver, des familles dorment dehors sous la neige. Je l'ai vu. On ne peut pas accepter que des jeunes enfants soient dans une situation de prostitution en disant oui, la société est pas belle. En fait, c'est à chacun de nous prendre en main. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Étienne Villemain. Bonjour Étienne. Bonjour. Votre parole est assez rare et pourtant votre action est grande. Vous avez créé 2 associations qui permettent à des jeunes et des sans-abri de vivre en colocation, l'APA et Lazare, et plus récemment le Village de François, un projet très original dont vous allez nous parler. Et vous avez également inspiré au pape François la création de la Journée mondiale des pauvres. Qu'est-ce qui a tout déclenché, Étienne ? C'était le 31 décembre 2005, je faisais une retraite. Et au cours d'une retraite, une religieuse dit « Allez devant l'autel, prenez dans la corbeille un petit papier avec le nom d'un saint ». Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et au moment où je me suis levé, j'ai eu une parole dans mon cœur « Si c'est Mère Teresa, tu te mets en coloc avec des gens de la rue ». J'ai pris le petit bout de papier, c'était marqué Mère Teresa. 3 jours plus tard, j'ai commencé à me mettre en colocation avec 3 gars de la rue, Karim, Rabat et Yves. Et puis on était 2 autres volontaires, il y avait Martin et Valérie. Et puis ça a été le début d'une fabuleuse aventure. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces premiers colocataires de Karim, de Rabat, et comment ça a commencé, qu'est-ce qui a été difficile avec eux ? Karim, son papa a étranglé sa petite sœur devant lui quand il était enfant. Il est comme sidéré, il a 200 mots de vocabulaire et il a énormément de violence dans sa personne, il est très violent. Et en même temps, j'ai été très touché par la première chose qu'il m'a dite. Il m'a dit « Qu'est-ce qui te paye pour vivre avec moi ?» En fait, toutes les personnes fragiles ne rencontrent que des travailleurs sociaux, des assistantes sociales qui sont payées pour les rencontrer. Et il n'a pas compris qu'on voulait vivre gratuitement avec lui. Et puis pendant 2 ans, on a essayé de vivre ensemble et il a été franchement assez odieux. Et puis un jour, comme s'il s'ouvrait comme une petite fleur, il est devenu charmant. Un jour, j'ouvre la porte et je me retrouve avec un revolver sous le nez. Je dis « Karim, qu'est-ce que tu fous ?» J'ai vraiment la trouille, quoi. Et il ouvre la porte et il dit « Ah, elle est en plastique !» Alors on rigole beaucoup. Et puis une autre fois, il a pris un bout de bois, il a cassé toutes nos assiettes. On n'avait plus d'assiettes dans notre appartement. Mais on a appris à vivre avec lui et au fond, on a passé des moments assez extraordinaires. Vous voyez, vivre avec des personnes fragiles, c'est quelque chose d'ordinaire et c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, on est tous fragiles, hein. On est fragile, on mourra fragile. Et sans avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, on est foutu. Rabat, c'était le petit épicier. Il a eu un accident de voiture, le visage défiguré. À chaque fois que sa femme et ses enfants le voyaient, il pleurait. Et lui, il supportait pas de voir sa femme et ses enfants pleurer. Et donc, il a dit à sa femme et ses enfants, retournez au pays, moi je vais gagner de l'argent et je vous enverrai de l'argent. Et puis, il s'est effondré dans l'alcool, dans la rue. Il est venu chez nous, on lui a dit, chez nous, il n'y a pas d'alcool. Et pendant 15 jours, il a tenu. Et puis un jour, il est venu me voir et me dit, Étienne, je voulais pas boire. Puis j'ai bu. Et alors, je l'ai pris dans mes bras. Et il y avait ses larmes qui coulaient dans mon cou. Il y avait aussi, comme il n'avait pas beaucoup de dents et qu'il était enrhumé, sa bave et sa morve qui coulaient dans mon cou. Et je le serrais fort dans mes bras. Et je me disais, pour rien au monde, je voudrais laisser ma place à quelqu'un d'autre parce que celui qui est dans mes bras, c'est un peu, pour moi qui suis chrétien, c'est un peu Jésus qui dit ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Je dis, Rabat, on a tous le droit de se casser la gueule. Courage, remets-toi debout. Et on a appris à vivre ensemble. Un jour, mes parents viennent à l'appart et Rabat dit à mon père, « Père, tu veux un petit peu de salade ? Mère, tu veux un petit peu de quiche ?» Et toute la soirée, il se tourne vers mon père, il dit, « Père, tu veux ceci ?» Et il se tourne vers ma mère, il dit, « Mère, tu veux cela ?» Et à un moment, il se tourne vers mon père, il dit, « Père, tu sais pourquoi je t'appelle père ?» Et il se tourne vers ma mère, il dit, « Mère, tu sais pourquoi je t'appelle mère ?» Alors mes parents disent non. Et il se tourne vers moi, il dit, « Parce que lui, c'est mon frère. »
Et donc j'ai été très touché, enfin nous avons été très touchés de cette parole. Et puis voilà, on a appris à vivre ensemble, appris à faire des quiches. Un jour, je dis à Karim, viens, Yves, viens, on va faire des quiches. Oh, je sais pas faire. Si, regarde, c'est pas très compliqué. Tu bats les œufs comme ça, tu mets la moutarde, tu mets la pâte et puis tu mets au four. Et je me dis, merde, c'est moi qui ai fait la quiche. Donc le jour suivant, je prends les ingrédients et pour moi et pour lui, chacun a un plat et puis je fais chacun une quiche. Et puis le jour suivant encore, c'est lui qui fait tout seul. Il me dit, c'est comme ça? Je dis, oui, c'est comme ça. Et il y a une semaine, en fait, on n'a pas arrêté de manger des quiches. Et puis un soir, il y a une fille qui s'appelle Anne-Sophie qui vient dîner chez nous. Et Yves qui avait du mal à se lever, à se laver, à faire de la nourriture pour lui, à manger, parce qu'il était dans cette vraie dépression. Ce soir-là, il avait préparé une quiche. Il avait vidé son déo sur lui, mis son gel dans les cheveux, il s'était fait tout beau. Et on s'assied autour de la table. Et Anne-Sophie se penche vers moi en disant « c'est bon cette quiche ». Et elle pensait que j'allais dire « ouais, j'ai mis des fines herbes ou je ne sais quoi ». Et il y a Yves qui est tout voûté, qui se redresse, qui dit « c'est moi qui l'ai faite ». Et c'était gagné. Voilà, pendant 2 ans, on vit avec ces colloques tout à fait ordinaires et tout à fait extraordinaires à la fois. On se développe, 1 colloque, 2 colloques, 3 colloques. Et puis, moi je dis à mon conseil d'administration, les gars, on a de la bombe atomique entre les doigts. Il y a tellement de jeunes qui veulent se donner et qui sont extraordinaires. Il y a tellement de personnes qui sont à la rue, qui sont extraordinaires. Il faut qu'on se les fasse rencontrer. Et mon conseil d'administration me dit, oui, mais aujourd'hui on se développe à Paris, on n'a pas encore trop de légitimité, etc. Et moi je leur dis, mais il faut qu'on aille en région, il faut qu'on aille dans toutes les villes de France et dans les villes du monde. Et puis ils me disent, vas-y. Et à ce moment-là, il y a une dame que je connais pas qui me donne 100 000 euros. Et puis, on lance un premier lieu à Lyon. On trouve encore un peu d'argent et on ouvre des colloques et on accueille une 30aine de personnes. Et puis ensuite, je vais à Nantes, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Angers, à Lille, à la campagne, dans l'Oise, et puis en Espagne. Et puis ça s'est développé aujourd'hui à Mexico, en Belgique, etc., dans plein d'endroits. Et ça s'appelle Lazare. Et je crois aujourd'hui, en fait, que notre rôle avec Lazare, c'est de franchir des ponts, de créer des ponts entre les riches et les pauvres. En fait, trop souvent, quand on est riche, et je me mets dans cette catégorie, on est un peu agacé de voir les pauvres en disant « mais t'avais qu'à bosser, et t'as ton RSA, tu nous emmerdes, et bouge-toi ». Et puis quand on est pauvre, on se dit, mais en fait, s'ils savaient ce que je vis, je dors dans la rue, je peux pas, etc. Et en fait, c'est 2 mondes qui s'affrontent et qui sont un peu dans un affrontement, alors qu'il faut les réconcilier pour qu'ils marchent ensemble et qu'ils s'aident mutuellement. On a tellement à apprendre des personnes fragiles et pauvres. Aujourd'hui, il faut mettre au cœur de notre société les plus fragiles et les plus pauvres. Quand on met les plus fragiles et les plus pauvres au centre, alors notre société devient plus humaine. Et il faut arrêter de mettre les pauvres et les fragiles en périphérie. À mon sens, les plus fragiles sont les gens qui sont en fin de vie, par exemple. On n'est pas obligé de faire escape et de buter les vieux ou les personnes fragiles. On peut aussi dire à ces personnes fragiles, j'entends ton mal-être et je vais t'accompagner. Et ces personnes ont tellement à nous dire. J'ai eu la chance d'accompagner des gens en fin de vie. Je peux témoigner à quel point ça nous réconcilie avec la mort au lieu de faire escape. Que vous disent les jeunes professionnels qui vivent avec les plus pauvres? Je dirais qu'au début, beaucoup de ces jeunes viennent pour aider. Et rapidement, ils disent, je vais faire du bien, je vais aider. Et rapidement, ils voient qu'ils changent. Et c'est pas les personnes forcément accueillies qui changent, même si elles changent, c'est surtout eux qui changent. Toute leur vie passe par cette espèce de lumière de fait de vivre avec des gens plus fragiles. Et on les accompagne pour leur demander de pas vouloir changer les personnes, mais de vouloir vivre avec elles. Et c'est ça qui nous change. En fait, quand on n'a pas une vue avec une possession où je vais t'aider, je vais m'occuper de toi, mais je vais changer plutôt le paradigme en vivant à côté de toi, en te faisant venir dans ma famille pour les vacances, en passant des moments sympathiques. Vous savez, pour sortir des personnes de la galère aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on fait? On met tous les handicapés entre eux, tous les vieux entre eux, tous les jeunes entre eux, et on les regroupe par problématique. Donc les handicapés, les vieux, les personnes, et tout ça a pour effet un effet d'écho et de résonance où en fait on se retrouve qu'avec les mêmes fragilités et en fait on est renvoyé à notre propre fragilité.
En créant le village de François, on a voulu mixer les populations et permettre à des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées de vivre ensemble. Et il y a quelque chose d'extrêmement fécond dans cette rencontre. Pour nos auditeurs, peut-être vous pouvez nous expliquer ce que sont les villages de François et quand vous les avez créés et comment. Il y a 5 ans, j'ai quitté Lazare et avec une équipe, on a réfléchi comment on peut faire la marche d'après. Et on s'est dit, c'est ce que je vous disais aujourd'hui, trop de fragilités sont pris en silos. Les handicapés, les vieux, les jeunes, etc. Comment est-ce qu'on fait vivre ensemble ces gens ? Et en fait, j'ai été frappé un jour d'emmener des personnes de la rue, voir des personnes handicapées. Et il y avait quelque chose d'extrêmement génial qui se produisait, quelque chose d'extrêmement fécond entre la rencontre d'un handicapé et d'une personne de la rue. Et je me suis dit, comment on peut mixer tous ces publics et sortir des silos, et sortir des normes, et comment est-ce qu'on peut aider des gens à être normaux ? Pour que ces gens soient normaux, il faut les mettre dans des conditions normales. Leur mettre des vrais appartements, leur proposer du vrai travail, les mettre en relation avec d'autres personnes normales. Et donc, on a développé ça. Le village de François, c'est 3 choses. C'est faire vivre ensemble des personnes fragiles. Donc, on accueille des personnes de la rue, des personnes handicapées, des anciennes prostituées, des jeunes en difficulté, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'est on développe de l'activité économique pour que ces gens travaillent. Par exemple, en 2 ans, on a créé 35 emplois autour du jardin maraîcher, hôtellerie, miellerie, recyclerie de jeux, atelier de poules pondeuses. On a des projets pour créer une menuiserie, une savonnerie, etc. Et puis le 3e point, c'est l'écologie, mais une écologie intégrale qui n'est pas que sur le carbone, même si on fait très attention à nos émissions de carbone, même si on travaille sur l'isolation de nos bâtiments, même si on travaille sur l'agriculture autour. Par exemple, on a acquis un premier site à Toulouse où on a une abbaye. On a 180 hectares de terre autour et on fait un partenariat avec les agriculteurs pour petit à petit passer tout en bio pour éviter d'avoir trop de pesticides, etc. On développe une écologie aussi dans les relations. Comment est-ce qu'on va travailler pour que la gouvernance, pour que chacun puisse se sentir écouté ? Comment est-ce qu'on va contrôler le fait qu'il n'y ait pas d'abus sexuels, d'abus de pouvoir ou d'abus d'argent avec des commissions extérieures qui vont venir écouter régulièrement, sonder, vérifier que chacun peut s'exprimer. Comment est-ce qu'on va travailler avec des professionnels sans être un centre médico-social ? C'est-à-dire que les gens vont vivre entre eux et ils vont aller vers l'extérieur, voir la dictologue, voir le travailleur social, l'assistante sociale, mais ils vont pas être dans un établissement social, ils vont être dans un lieu comme dans une famille où il y a un appartement, une colocation, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler des dernières personnes qui sont arrivées au village de François, qui sont des histoires de vie que vous accueillez ? Je pense à un homme qui est un homme qui avait eu des gros problèmes de toxicomanie et il est venu au village de François, puis il a eu plein de difficultés dans sa vie. Il est venu au village de François et c'est un homme pour qui j'ai une profonde admiration. Il s'est mis à faire du jardin et il a entretenu l'abbaye. En fait, il travaillait dans du jardin de luxe en Suisse, je crois. Et il refaisait les espaces verts. Et ce gars est arrivé et il a commencé à retaper, à nettoyer autour cette abbaye, à débroussailler. Et puis il a commencé à embarquer un jeune garçon qui est autiste, une dame qui était en dépression et tout un tas de personnes fragiles qui se sont mis avec lui pour faire de cette abbaye un écrin pour le trésor que sont les plus fragiles. Dans les autres personnes aussi à qui je pense à un homme qui était à la rue, avait des gros problèmes d'alcool. Un jour, à une de ses copines qui se faisait battre par son copain, et lui, il a voulu prendre la défense de cette femme. Il est venu, il a pété la figure du gars qui battait sa copine, mais il l'a tellement bien pété la figure qu'il l'a tué. Et donc, il a fait de la prison. Et c'est un homme qui est profondément bon. Je pense qu'il voulait pas le tuer. C'est un coup qui est parti trop fort. Il a fait de la prison et puis il s'est retrouvé à la rue. Et nous, on lui a proposé de venir au village de François. Et aujourd'hui, cet homme travaille dans le jardin maraîcher, etc. Il est bon. Il y a quelques jours, il est retombé dans l'alcool. Mais il retombe de moins en moins. Et en fait, on a une espérance incroyable pour ce gars. Parce que c'est quelqu'un qui est bon, qui a eu des expériences un peu terribles. Et c'est terrible ce qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il est foutu. Il est bienveillant. Moi, je suis frappé quand je vais dans sa coloc. Il prépare des petits plats pour les autres. Il rigole. Quand je le vois, il me dit « Maintenant, ici, le directeur, c'est moi. » Et j'ai dit « Bien, monsieur le directeur. »
Vous accueillez aussi des anciennes prostituées qui parfois sortent de l'ASE. On est en train de développer un projet qui s'appelle Bosco pour accueillir des jeunes. Aujourd'hui, il y a un drame. Il y a entre 15 et 20 000 mineurs qui sont en situation de prostitution en France. C'est un drame absolu. C'est des gens qui sont bousillés, vraiment, etc. Alors, ils sont jamais complètement foutus et on peut sûrement faire des choses pour ces personnes. Au village de François, depuis pas très longtemps, on est en train de faire un partenariat avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour accueillir certains de ces jeunes. Vous savez que 80% de ces 20 000 jeunes qui sont en situation de prostitution sortent de l'ASE. C'est des structures qui ont des moyens énormes, mais qui n'arrivent pas. En fait, il y a une espèce d'omerta, etc. C'est en train de sortir. Il y a un documentaire absolument magnifique qui s'appelle « Comme si j'étais morte », qui était sur Arte, que je recommande vraiment, ou sur France 2, je ne sais plus, mais que je recommande vraiment, et qui parle de ces jeunes femmes qui sont détruites vraiment, et en même temps qui ont un chemin. Elles sont toutes jeunes et elles ont tout l'avenir devant elles, et rien n'est jamais foutu. Et donc, on accueille depuis quelques jours une jeune fille de chez elle, et ça me donne une espérance incroyable. C'est une jeune fille qui est issue de la prostitution, en tout cas qui a été à de nombreuses reprises violée dans les foyers de l'ASE. Et cette jeune fille est allée marcher sur les chemins de Saint-Jacques avec une structure qui s'appelle le Seuil pendant 2 mois. Elle est en train de tourner une page, elle a retravaillé sur son histoire. Cette jeune fille, elle est incroyable, elle a une pêche. Quand vous la voyez, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde son histoire. Elle veut devenir chauffeur routier. Elle n'est pas encore majeure, mais dans quelques semaines, elle sera majeure. Quand je vois cette jeune fille, avec son dynamisme, son côté pétulant et tout, je me dis, il y a tellement de jeunes qui souffrent, et pourtant, c'est pas inéluctable. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Et en fait, on peut faire quelque chose avec ces jeunes. Vraiment, quand je la vois et quand on parle avec elle, je me dis, mais c'est une chance. En fait, cette jeune fille est une chance. Elle a souffert, c'est absolument affreux ce qu'elle a souffert, mais c'est pas ce qui la résume. Ce qui la résume, c'est son avenir. Je l'imagine très bien demain chauffeur routier, et je pense qu'elle sera beaucoup mieux que beaucoup de chauffeurs routiers parce qu'elle fera attention aux petites gens sur la route. Et aujourd'hui, voilà, avec le village de François, dans le cadre de cette association qui s'appelle Bosco, on veut accueillir ces jeunes filles. En fait, on ne peut pas rester sans rien faire, les bras croisés. On ne peut pas accepter de voir qu'en hiver, des familles dorment dehors sous la neige. Je l'ai vu. On ne peut pas accepter que des jeunes enfants soient dans une situation de prostitution en disant « oui, la société n'est pas belle ». En fait, c'est à chacun de nous prendre en main. Et il y a plein de choses extraordinaires qui se mettent en place. Par exemple, il y a les bureaux du cœur. J'ai découvert ce truc il n'y a pas longtemps. C'est des chefs d'entreprise qui prêtent leur bureau le soir et le week-end. Il faut que ceux qui nous écoutent, qui sont chefs d'entreprise, se disent ce soir, je regarde sur Internet et je regarde comment je peux aider quelqu'un à s'en sortir. En fait, les plus fragiles, c'est l'affaire de tous. C'est pas que de la politique sociale, etc. Si on s'occupe des plus fragiles, notre vie va changer. En fait, aujourd'hui, on repousse la fragilité parce qu'on a peur, on a presque peur qu'elle soit contagieuse pour nous. Mais cette fragilité, c'est une chance, c'est une opportunité pour ouvrir notre cœur et pour devenir plus humain. Trop de personnes sont sur le bas-côté de la route et on doit se lever et on doit refuser cette société. On doit se lever, on doit accueillir ces plus fragiles et leur dire « t'es à toute ta place et t'es quelqu'un d'important ». Et en mettant, c'est ce qu'on essaye de faire au village de François, c'est de constituer une structure où les plus fragiles sont au centre et où, en les mettant au centre, on développe de l'activité économique, du vivre ensemble, de la bienveillance. Aujourd'hui, on constate qu'on a un taux de sortie positive, c'est-à-dire le nombre de personnes qui soit retrouvent un emploi ou une formation plus importante, qui est très élevé, entre 78%, parfois 100% selon les années, etc. Donc on a un système qui fonctionne. Aujourd'hui, le village de François, on a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide parce que on a ouvert un premier village à Toulouse, on a ouvert un deuxième village à côté de Pau et on est en train d'ouvrir un troisième village en Normandie. On a besoin d'aide parce qu'un village, c'est 8 millions d'euros.
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on a des donateurs qui nous ont aidés à financer certains de ces villages, mais on a besoin que vous nous fassiez un don via levillagedefrançois.com ou alors en nous envoyant des dons. Mais en fait, on veut accueillir les plus fragiles. Et aussi, si vous vous sentez touché par ce projet, rejoignez-nous, venez habiter. Vous êtes une personne âgée isolée, venez vivre en colocation sur le site du village de François. Vous pouvez postuler pour nous rejoindre. Je suis sûr d'une chose, c'est que si notre société remet les plus fragiles au centre et pas à la périphérie, sur nos périphes parisiens, mais si on les remet au centre, si on prend soin des plus fragiles, alors on aura une société plus humaine, qui sera plus belle et on sera plus fiers de notre pays. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Je pense que sans trop de difficultés, j'inviterais Marion Bavrel. Alors Marion Bavrel, ce nom vous dit sans doute rien, mais c'est une femme extraordinaire. Elle est venue pour vivre au village de François 3 semaines. Ça fait 3 ans qu'elle y est. C'est une femme qui est dans l'ombre, dans la discrétion. Elle est philosophe de formation et elle parle tellement bien de la fragilité en nous disant que la fragilité est une chance. Et en même temps, elle vit au quotidien avec des femmes issues de la prostitution. Elle est au service. Elle est une de ces personnes dans une discrétion absolue et pourtant qui est dans un service, dans un don d'elle-même qui me bluffe. Et je me dis, moi, je suis dans la lumière, là, en vous parlant aujourd'hui, et elle est dans l'ombre, dans une discrétion et dans une humilité qui me bluffe. Je pense que dans nos auditeurs, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans cette discrétion. Et je voudrais vous remercier et les remercier et saluer particulièrement Marion Bavrel, qui pour moi, c'est extrêmement encourageant pour notre pays. Merci beaucoup Étienne Villemain. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt!